Je suis Dukens Nazon, joueur de Esteghlal FC en Iran, et je vais vous raconter mon histoire, mon périple tumultueux pour pouvoir sortir du pays. Au moment même précis des bombardements, j'étais dans l'avion, sur le tarmac. Il venait juste de dire boarding completed, c'était à ce moment-là, pile poil où ça a commencé, les bombardements. En fait, j'étais en relation avec un ami à moi sur Snapchat, et lui, à contrario, il était en Israël à ce moment-là, puisqu'il joue là-bas. Et il me dit qu'il entend l'alarme qui est en train de retentir là-bas dans la ville. Et il me dit, t'as de la chance. Il me dit, Dieu, il t'aime. Il me dit ça comme ça, en fait. Et moi, je dis, bah pourquoi? Il me dit, bah j'entends l'alarme et ça a commencé. Et nous, ils sont en train de se préparer pour la guerre. Du coup, tu pars au bon moment, tu pars tout pile. Bah malheureusement, juste après que j'ai fini l'audio, le commandant de bord, il a dit, débarquement, tout le monde descend. Pour partir de l'aéroport, je crois que ça a été une sacrée galère déjà de trouver un taxi pour t'emmener jusqu'à la frontière, quoi. Normalement, c'est là où on a besoin d'un élan d'humanité lorsqu'il y a des circonstances comme ça. Et il y a des gens qui profitent un peu des situations. Et là, on est tombé sur un taxi dans l'aéroport. Moi, j'étais avec mon ami Mounir Haddadi, ex-Barça, là, que tout le monde connaît. Et deux autres joueurs de Espagne. Et le taxi nous dit, sortez, sortez. J'ai un grand véhicule pour vous, j'ai un van, etc. Nous, on arrive. Et là, je vois une Peugeot 405. Un peu, voilà. Et là, tu t'es dit, je vais pas faire la route jusqu'à la frontière comme ça, c'est pas possible. Moi j'ai fait. Après, j'ai pris ça à la rigolade. S'il y avait vraiment pas le choix, oui, t'aurais fait comme voilà, ça bombarde à côté ou quoi, bien sûr, j'aurais pris la voiture. Mais là, j'ai dit non, sachant que aussi le club nous avait mis à disposition des chauffeurs attitrés. Du coup, moi, j'avais mon chauffeur. D'accord. J'ai préféré lui dire de venir me chercher et aller avec lui. Et c'est plus sûr, c'est quelqu'un que je connais aussi, surtout en termes de sécurité, c'était mieux. Voilà, j'avais confiance. Au moment où il y a les bombardements, on sort de l'aéroport, on va dans un hôtel en face, on attend le chef de la sécurité du club, qui ensuite appelle un chauffeur pour nous ramener à Téhéran, parce qu'on devait aller chercher d'autres joueurs. Il y avait Moussa Djenepo notamment et Didier Ndong qui a évolué ici je vois très bien. à Lorient. On devait les prendre pour pouvoir aller tous ensemble à la frontière turque. Mais sauf que moi, j'avais des obligations à Paris et j'avais un vol qui m'attendait le lendemain matin en Azerbaïdjan. Du coup, j'ai préféré aller tout seul de mon côté avec mon chauffeur. Mais on a attendu 7 à 8 heures nos chauffeurs respectifs pour pouvoir nous emmener, puisque le van qui devait les emmener eux en Turquie arrivait de Téhéran, mais c'était bouché puisque tout le monde partait. D'accord. Voilà. Et on était de l'autre côté de Téhéran. Et moi, j'attendais mon chauffeur aussi, environ 7 heures, pour ensuite aller à la frontière azerbaïdjanaise, qui est à 9 heures de temps approximativement. Donc tu as attendu 7 heures, après tu as fait 9 heures de voyage environ, et après tu as attendu à la frontière aussi un bon moment. Déjà, quand on arrive à la frontière, il est approximativement 4h30 du matin, et ils nous disent que, exceptionnellement aujourd'hui, il faut attendre 8h du matin pour que ça ouvre, alors que normalement c'est 24h sur 24, là-bas. Pas le choix d'attendre, on attend 8h du matin. Ensuite, à 8h, ça n'ouvre pas, ça ouvre à 9h. Retard parce qu'il y a des problèmes dans le système à cause des bombardements. 9h, on entre, et à partir de là, c'est calvaire. Pourquoi c'est le calvaire à ce moment-là? Parce que j'avais le passeport français, je me suis dit que j'allais passer assez facilement. Et du coup, lorsque j'arrive, il y avait des fans d'Esteghlal qui étaient à travers les membres de la douane. Et ils m'ont facilité, eux, pour pouvoir sortir du pays. Okay. Ils m'ont tamponné mon passeport pour pouvoir sortir. Et ils ont pris des photos avec moi, ils étaient sympas, tout ça. Et du coup, là, quand je traverse le pont pour aller en Azerbaïdjan, en face, ils me disent non, il faut un code. J'ai demandé quel code, puisque moi, j'étais au courant de rien. Je me suis dit que j'allais sortir comme ça. Ils m'ont dit qu'il fallait un code qui était délivré par l'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran. Pour toutes les personnes qui devraient... Pour les Français, quoi. Ouais. Voilà, pour les Français, etc. Et moi, je me suis dit, bon, déjà, comment j'allais faire pour les contacter, puisque déjà, de 1, je ne savais pas, et de 2, lorsque le chef de la sécurité était venu nous chercher déjà depuis l'aéroport, Internet était coupé dans tout le pays. Ah, d'accord. Voilà, ça veut dire que là, j'avais accès à rien du tout. Par chance, lui, il avait un téléphone crypté, on va dire, avec une white SIM, et il a pu nous partager la connexion. J'ai juste pu dire à ma femme de pouvoir appliquer une demande de visa pour l'Azerbaïdjan. Au moins, j'ai eu le visa, mais il manquait le code, ce fameux code. Et du coup, après... j'ai fait mon possible pour essayer d'avoir le code, notamment ma manager qui est ici présente, je la remercie, ma femme, ma famille. J'ai eu des amis aussi qui travaillent dans différents consulats que j'ai contactés. Ils ont réussi à avoir le contact de l'ambassadrice française en Azerbaïdjan.
Et elle a fait le taf, elle a fait son possible. Pour avoir le code. Exactement. Okay. T'es resté combien de temps à la frontière là? Entre 32 et 35 heures. Ah ouais? Et t'as pas dormi? Non, c'était difficile. Je dormais sur un banc et tout. Et en fait, le problème, c'est que comme ils avaient... moi, je voulais aller à l'hôtel, mais comme ils avaient tamponné mon passeport pour sortir du pays, lorsque l'Azerbaïdjan m'ont renvoyé en Iran, parce que j'avais pas le code, je pouvais pas quitter la frontière parce qu'en fait, il y avait des bombardements et du coup, le système ne marchait plus. Du coup, ils pouvaient plus annuler mon tampon. Ok. C'est-à-dire que là, je suis entre deux, je suis neutre, T'étais au milieu, quoi. Voilà. T'étais au milieu de la frontière, quoi. Voilà. Vraiment en galère, quoi. Et ça a duré 30 heures. Voilà. T'as pu manger? Comment... Ouais, j'ai mangé, ils m'ont donné un paquet de chips. D'accord, c'est tout ce que t'as mangé durant c'est ce que j'ai mangé. Est-ce qu'on a peur aussi? Peur, au bout d'un moment, la sirène, elle a retenti à la frontière. Ça veut dire que, et à ce moment-là, je sais que les frappes, elles s'intensifiaient partout dans le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et là, je commençais à réfléchir un peu. Je me suis dit, c'est compliqué, là, je suis là, je peux même pas sortir ni d'un côté ni de l'autre. Qu'est-ce que je fais? Mais par chance, lorsque le chef de la sécurité nous avait partagé la connexion, j'ai pu aussi m'acheter une eSIM azerbaïdjanaise. Du coup, à la frontière, j'arrivais un peu à capter le réseau. Du coup, je pouvais échanger au moins avec ma famille et leur dire que j'allais bien. Mais juste avant ça, pendant 20 heures, j'étais déconnecté. Ça veut dire que là, j'ai pris la route de Téhéran jusqu'à là-bas. Et là, c'était le flou total, même pour mes proches. Et là, c'était chaud. Après, peur, non, c'était plus comment ça va se passer. C'était pas vraiment de la peur, quoi. Okay. La peur, c'était plus à Téhéran, parce que là, à ce moment-là, oui, là, il y avait des frappes et tout. Est-ce que tu as des nouvelles de tes coéquipiers qui étaient avec toi au club? Est-ce que tout le monde va bien? Arrivé à Istanbul, comme ça, j'ai croisé Didier Ndong. Ouais. Là, dans le terminal, je l'ai croisé comme ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Normalement, tu étais parti depuis la veille. Il avait des problèmes, lui, parce qu'il est gabonais, du coup, avec le passeport, etc. Moussa, j'ai pas encore de nouvelles. Moussa Djenepo, lui, je sais qu'il était en route. C'était un périple aussi de fou, parce que lui, il devait faire Turquie. À la frontière, ils ont galéré. Lui, il avait pas les papiers. Ça veut dire que le ministre des Affaires étrangères malien, il a pris les choses en main. Ensuite, de là-bas, il devait aller en Guinée. Non, au Burkina Faso, et de Burkina en Guinée, et de la Guinée au Mali. Il est toujours pas arrivé, je crois. Mounir Haddadi, ouais, lui, il est arrivé, j'ai des nouvelles. Et j'étais au téléphone avec lui encore tout à l'heure, c'est rassurant. Parce que ça, c'est des épreuves qui rapprochent. Donc, c'est toujours rassurant. Ouais. C'est clair. Comment tu vois l'avenir maintenant? C'est la première fois que ça m'arrive, cette situation. Je pense surtout à mon futur aussi footballistique. Je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Là, je sais que je peux rompre mon contrat, mais est-ce que je dois le rompre ou pas? Après, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie d'attendre non plus que ça s'atténue et que je retourne là-bas, parce qu'il faut être sensé aussi. J'ai une famille, j'ai des enfants. Ouais, c'est plus là, je casse mon contrat, mais je vais où? Après, je suis libre. Il y a la Coupe du Monde aussi dans 4 mois, puisqu'on est qualifié. C'est toujours bien aussi pour les clubs de prendre un profil comme moi, parce que malgré tout, avec toute l'humilité que j'ai, je sais que je suis un profil aussi atypique sur le marché. Je suis un vrai neuf. Voilà, donc ça peut être bénéfique à des équipes. J'ai quelques équipes là déjà qui m'ont contacté. Donc on va voir comment on va faire, comment ça va se profiler. Merci beaucoup, Dukens. Merci à vous. Merci.